Et salut tout le monde! On va encore parler des nouveaux processeurs d'Intel. Et on va aussi parler des nouvelles RTX série 50 ou série 5000 si on préfère. On va commencer par Intel. Intel, ça va pas très bien depuis des mois. Puis là, les Arrow Lake commencent à pointer leur bout de leur nez. Et ça fera peut-être pas l'affaire des joueurs présentement non plus. Parce que ici sur JVTech, Intel s'avoue vaincu. Ces nouveaux processeurs Core Ultra pour PC de bureau ne sont pas les plus puissants. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Les nouveaux processeurs d'Intel, Intel va jouer de prudence. Et d'un, la 13e et la 14e génération consomment énormément d'énergie. Il fallait qu'Intel travaille absolument à ce point-là. Pour moi, c'était assez important. Parce que Intel était à un moment donné le roi des processeurs économes en énergie. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on parle du vieux socket 1366, qui était un socket haut de gamme de chez Intel, et on se rappellera toujours de ce socket-là, qui fonctionnait en tri-channel en plus. C'est les noms en dual channel, c'était du tri-channel. Mais ces processeurs-là consommaient à la base quasiment il y avait un TDP de 125 watts. Après ça, Intel avait réussi à ramener le TDP à 95 watts, puis tu sais, les processeurs consommaient encore moins. Ils étaient même en bas de 95 watts pour certaines fonctions. Puis depuis l'arrivée de Alder Lake et compagnie, ben, le TDP est revenu à 125 watts. Pour moi, c'était déjà un pas en arrière de ce côté-là pour Intel, qui prônait déjà auparavant l'économie d'énergie avec des processeurs performants. Mais là, ça n'a pas été le cas. Puis la 13 et 14e génération, ça a été un désastre. La preuve, je n'en ai pas changé mon processeur encore. J'ai toujours mon i9 12900K. Puis je pense que j'ai l'intention de le toffer encore pour 1 an ou 2 avant de changer probablement parce que c'est ça. Pour l'instant, ça vaut pas la peine. Fait qu'on va lire l'article de JVTech ici. Intel, l'un des géants incontestés du marché des processeurs, se trouve à un tournant avec sa dernière génération de processeurs, les Core Ultra. Annoncé comme une réponse aux avancées d'AMD, les premiers retours et des fuites récentes montrent que le nouveau processeur phare d'Intel, le Core Ultra 9 285K, ne surpasse pas son prédécesseur, ni même les processeurs concurrents dans certaines catégories, même en matière de jeux vidéo. Ouais, ben ça risque d'être vrai et ça va faire des mécontents. Surtout ceux qui pensaient d'upgrader leur ordinateur en avant avec cette nouvelle plateforme-là d'Intel qui s'en vient. Il y en a qui vont être déçus parce qu'ils vont peut-être dépenser très cher pour peut-être pas grand-chose au final en gain. C'est sûr que si vous avez un 13e ou un 14e génération moins stable, ben là, c'est sûr que peut-être là, rendu là, je dirais changer pour peut-être les nouveaux Core Ultra rendus là. Mais si c'est pas le cas, ou si vous avez une 12e génération, moi je vois pas vraiment tant que ça l'intérêt. C'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Hein? Des performances mitigées face à son prédécesseur, alors que le nouveau processeur met en avant des gains en efficacité énergétique, ce qui était temps selon moi. Les performances globales semblent stagner. Ouais, ça va peut-être être un gros problème. Pourquoi cette nouvelle génération semble-t-elle marquer une pause, voire un recul en termes de puissance brute? D'après des diapositives de présentation fuitées par une source chinoise, ça reste une source chinoise, c'est une fuite, le Core Ultra 9 285K d'Intel ne parvient pas à surpasser le Core i9 14900K, son prédécesseur direct. Ouais. Mais c'est ça. Moi, selon moi, Intel avait des gros bugs à corriger sur les nouveaux processeurs. Puis d'après moi, ils ont aussi préféré travailler sur
l'efficacité énergétique et la stabilité des processeurs. Encore là, il faut que les microcodes des motherboards soient aussi corrects. Hein? Il y a ça aussi. Mais d'après moi, ça a été les deux points clés, efficacité énergétique et stabilité des processeurs. Sur un ensemble de 14 titres de jeux vidéo testés, la nouvelle puce se situe en moyenne au même niveau que l'ancien modèle, avec des variations allant de 13% plus lent à 15% plus rapide selon les jeux. Ben, c'est le même problème aussi du côté de AMD. Si j'ai fait une vidéo précédemment sur les nouveaux Ryzen 9000 et dans certains jeux, les Ryzen 7000 donnent de meilleures performances que le Ryzen 9000 de chez AMD. Même, je pense, dans la plupart des benches que je vous avais montré, concernant les Ryzen 9000 et 7000, même le 7000, en général, faisait mieux dans le jeu vidéo que le Ryzen 9000. Encore là, AMD avait décidé de retravailler l'efficacité énergétique de ses nouveaux processeurs. Fait que quand j'avais parlé des Ryzen dans mon vidéo précédente, mais j'avais conseillé au monde qui ont des Ryzen 7000 de rester avec les Ryzen 7000 parce que si vous allez avec le Ryzen 9000, c'était d'échanger 4,30 sous pour une pièce. De ce côté-ci, chez Intel, c'est à peu près la même chose. C'est de changer 4,30 sous pour une pièce, qui n'est pas vraiment avantageux selon moi. Fait que, ok, c'est une source chinoise, ok? Je vais peut-être rien de confirmer encore, mais je m'attends à ce que ça soit ça du côté Intel. Que ça s'enligne vers ça. Bon, 14 527 watts, 447 watts. Quand même, on va aller voir la différence vite fait. 527 moins Oups, attends. J'ai fait une petite erreur de frappe, je crois. 527 moins tac. Hey, ouais, excusez, pardon. Mon clavier il est neuf, puis les boutons, les touches sont sensibles parce que regarde, 527. Moins. Tac. C'est 80 watts de différence, c'est quand même pas si négligeable que ça comme amélioration côté efficacité énergétique. Sauf par contre, je sais pas c'est dans quel jeu qu'ils l'ont testé. Mais si ça s'avère vrai, c'est un peu nono qu'un corps Ultra 9 qui supposait être la puce forte de chez Intel soit moins performant que la génération précédente, le 14900K. C'est vraiment ridicule. Ils disent ici 80 watts, je l'ai calculé vite fait. Il me convient toutefois de noter que si les performances brutes ne sont pas au rendez-vous, la consommation énergétique a été réduite. Intel affirmant que le corps Ultra 9 285K consomme environ 80 watts de moins que le corps i9 14900K à des niveaux de performance similaires. Wow. C'est sûr que c'est pas une grosse perte côté FPS, mais c'est sûr que les joueurs qui achètent cette puce-là pour runner le jeu avec des grosses cartes vidéo, puis un gros écran 4K, voire même le 8K commence aussi à s'installer côté écran de jeu, côté écran d'ordinateur, côté écran de gaming. Moi, c'est pas mon cas, j'ai un écran 2K, c'est amplement suffisant pour moi, personnellement. C'est sûr que c'est un peu plate d'apprendre ça, là. C'est vraiment plate de ce côté-là. Moi, ça m'intéresse pas de changer mon 12e génération pour aller sur un corps ultra 9 présentement. De toute façon, mon 12e génération fait en masse encore le travail pour le multitasking et les jeux vidéo. J'ai pas vraiment de problème avec de ce côté-là. Cette réduction de consommation pourrait se traduire par une baisse de la chaleur générée, facilitant ainsi le refroidissement du processeur. En conséquence, les utilisateurs pourraient se contenter de refroidissement moins coûteux, tout en bénéficiant d'une marge pour pousser l'overclocking sans risquer de surchauffer le système. Bon, l'overclocking, moi, vous savez ce que j'en pense.
Pour moi, ça donne rien l'overclocking, c'est niaiseux. On gagne un peu en performance, on va gagner peut-être 2, 3, 4 FPS de plus, tout dépendant de la carte vidéo qu'il y a dans le système. Ça vaut pas la peine. J'en ai fait de l'overclock pendant longtemps. Je me rappelle, j'ai overclocké à l'époque sur le socket 1155, mon i7 2700K. Je l'avais overclocké jusqu'à 5.1 GHz. À l'époque, c'était un gros exploit. Mais c'est 5.1 GHz. Alors, je pense qu'en turbo conventionnel, il roulait, je pense que mes souvenirs sont bons, à 4.9. J'avais pas gagné grand chose en performance de jeux vidéo de ce côté-là. Ça, je m'en souviens très bien. Comparaison avec les processeurs Ryzen, une bataille acharnée. Si le corps Ultra 9 285K peine face à son prédécesseur, il en va de même face au processeur AMD. Comparé le Ryzen 9 9950X, l'un des modèles forts de AMD, les performances du processeur Intel oscillent entre moins 13% et plus 28%. Moins 13%, c'est quand même... Quand on parle dans le négatif, là, moins 13%, c'est quand même pas négligeable. Hein? C'est quelque chose quand même. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Là. Puis je fais de l'informatique depuis 1995. Et puis c'est la première fois que je vois ça. Hein, vraiment. Là. Face à un concurrent encore plus robuste, le Ryzen 9 7950 X3D, oui, avec la mémoire 3D. Ils sont très performants, hein, les Ryzen avec la mémoire 3D. J'ai eu l'occasion d'en tester un, puis wow, ça torche. J'ai été agréablement surpris. Je pensais pas que c'était aussi performant que ça. La différence est encore plus marquée en matière de jeu en 1080p. Avec des résultats allant de moins 21%. Ouch, ça va pas bien, là. À plus 15%. Ouais, ben là, en 1080p, ouais, là, ça va. Ouais, là, le corps Ultra 9 là, a de la misère à tirer son épingle du jeu face au 7950 X3D. C'est sûr que le 7950X 3D, c'est un très gros processeur de chez AMD. C'est même le plus gros qu'ils font présentement. Bon, qu'ils faisaient dans la série 7000. C'est pas... Ouais, ça, c'est très décevant, ça, quand même. C'est très décevant. Aussi, c'est du chinois, là. Ça serait le fun s'il y aurait quelqu'un qui aurait pu traduire ça. On va aller voir vite fait. Bon, j'essaye de comprendre de quoi, mais... Malheureusement, je ne comprends pas le chinois ni le mandarin. Toutefois, Intel a une carte à jouer dans le domaine de la productivité. Le Core Ultra 9 285K affiche des gains impressionnants dans les logiciels de benchmark tels que Cinebench 2024 plus 21% et Point of View Re plus 30%. Ce qui en fait un choix potentiellement solide pour les utilisateurs professionnels qui nécessite des performances en multitâche et en calcul massif. Ouais, ok, pour ça, peut-être pour ce segment-là, le Core Ultra 9 285K tire très bien son épingle du jeu. Mais pas en jeu vidéo. Bon, c'est sûr que j'ai toujours considéré qu'avoir un i9 pour gamer, j'ai toujours trouvé ça inutile. Ok, il y en a qui vont me dire j'en ai un. Oui, j'en ai un. J'y fais faire aussi du gros multitasking aussi en plus. Avec. Il servait pas juste à gamer mon processeur. Vraiment pas. Une des principales justifications avancées pour expliquer la baisse de performance est le focus sur l'efficacité énergétique. Le Core Ultra 9 285K met en avant une amélioration de 9% de l'IPC, instruction par cycle, un indicateur clé de la performance, mais cet avantage semble en partie annulé par l'absence d'hyperthreading, une fonctionnalité permettant de traiter plusieurs tâches simultanément par cœur.
Cette omission surprend d'autant plus que l'hyperthreading a longtemps été une caractéristique incontournable des processeurs de haut de gamme de Intel. Et oui, ça, je l'avais dit ça dans une vidéo précédente que l'hyperthreading sur les Arrow Lake est terminé. De ce côté-là, je trouve ça un peu dommage parce que c'est peut-être aussi en enlevant l'hyperthreading, ça consomme moins d'énergie. Je ne saurais trop dire parce que le seul processeur que j'ai eu sans hyperthreading, c'était sur le socket 775, ça remonte à loin. Était mon 96 50X, une affaire de même. Ouais, c'est une ça, il me semble. Intel 96 50X. Je vais aller voir si c'était exactement ça. Ça remonte à loin. C'est peut-être pas ce modèle-là. Attends, Intel. C'est peut-être. Bon, je m'en rappelle pas que c'était 96. Ouais, 96 50. C'est ça, un 96 50 X. Ça, j'en ai eu un. Ça, je vous le dis, j'en ai eu un. J'avais le. Pour faire une parenthèse, en socket 775, j'ai possédé le plus gros setup de gaming en socket 775, qui était la fameuse Asus Rampage, avec laquelle on pouvait modifier les InSync de la motherboard. La motherboard venait avec des InSync installés, mais j'avais d'autres InSync que je pouvais installer dessus, des InSync oversize, des trucs de même. Ouais. Puis je possédais ce processeur-là, le QX9650. Le X était pour Extreme. Fait que j'avais la fameuse Rampage Extreme Edition en socket 775 qui était faite par Asus. Et j'avais ce processeur-là. C'était le plus gros setup de gaming qu'on pouvait avoir à l'époque. Ça fonctionnait en DDR3. Évidemment, les bus speeds sur les 775 étaient des fois limités. Il limitait la vitesse de la RAM. Fait que la DDR3 roulait à 13-33 MHz seulement à cette époque-là. Mais c'est pour vous dire. Malheureusement, j'ai pas pris de photo de cet ordinateur-là. Ça me fait chier. J'aurais dû prendre une photo. Bon, revenons à l'article, s'il vous plaît. Cela dit, dans des environnements où les coûts d'électricité sont élevés ou dans des climats chauds, cette optimisation de l'efficacité énergétique peut faire une différence notable. Je suis très d'accord parce que moi, j'en ai monté des 13e, 14e générations dans le i7, i9 et je peux vous dire que ça chauffe pas à peu près. Ça chauffe vraiment même, je dirais, beaucoup. Fait qu'au moins qu'il ait amélioré l'efficacité énergétique, ça veut dire efficacité énergétique améliorée, consomme moins d'énergie, ça veut dire peut-être chauffer moins, va dégager moins de chaleur. Ça pourrait être quand même... C'est un bon point notable. Le processeur générant moins de chaleur et consommant moins d'énergie pourrait séduire un certain public. Mais les joueurs de jeux vidéo risquent d'être déçus par ce compromis. Ouais, ça c'est un fait. Les joueurs de jeux vidéo sur PC, ouais, ils vont vraiment être déçus par ce compromis. Mais là, le problème, c'est qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre présentement. C'est soit un ou l'autre. C'est soit que on n'améliore pas l'efficacité énergétique, on améliore seulement les performances, fait que les processeurs vont dégager encore plus de chaleur et ainsi de suite. Ou sinon, on se met à travailler sur l'économie d'énergie tout de suite. Peut-être que la prochaine génération qui va suivre les Arrow Lake vont être capables de combiner les deux. Une consommation d'énergie réduite, puis plus de performance. On va souhaiter pour que la génération qui va suivre les Arrow Lake, ça soit ça.
Une stratégie à double tranchant pour Intel. Ouais, ça c'est sûr que c'est double tranchant. Ça va faire les heureux des travailleurs, de ceux qui ont besoin du gros processeur pour du multitasking puis du gros calcul pur qui prend beaucoup de puissance. Versus les joueurs, eux autres, ils vont vraiment être déçus. La décision d'Intel de prioriser l'efficacité énergétique au détriment des performances brutes semble donc stratégique, surtout dans un contexte où les PC deviennent de plus en plus énergivores. Ouais, puis ça n'a pas toujours été le cas. Là. Avant d'avoir Alder Lake, les autres, tu sais, les processeurs de 11e, 10e génération, ça consommait de l'énergie, mais pas autant que Alder Lake et Raptor Lake. Surtout Raptor Lake consomme énormément d'énergie. C'est ça que je dis, ils ont fait un pas en arrière avec ça. Cependant, cette démarche peut être mal perçue par une part importante du public cible, à savoir les utilisateurs exigeant des performances maximales pour des tâches intensives comme le jeu vidéo ou l'édition vidéo. Bon, je dirais peut-être pour l'édition vidéo, même s'il est un petit peu moins performant, je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence notable. Côté jeux vidéo, il va falloir attendre d'avoir va falloir attendre des benches. Il va falloir attendre que les benches sortent en jeu vidéo pour les nouveaux corps ultra, à savoir ça va être jusqu'à combien moins performant. Si c'est légèrement moins performant, on verra pas la différence tant que ça, à part les joueurs vraiment exigeants. Mais en édition jeu vidéo, l'édition vidéo, je pense pas que ça va avoir un gros impact. Mais c'est sûr, si la personne fait du streaming en même temps, peut-être. On le sait pas encore. Moi, je peux pas me prononcer. En parallèle, cette situation devient plus inquiétante pour Intel alors qu'AMD n'a pas encore lancé sa nouvelle série de processeurs, les Ryzen 9000X 3D. Oui, ça pourrait peut-être faire mal, ça. Par contre, parce que les Ryzen 9000X 3D, je vous l'ai dit, moi j'ai essayé un Ryzen 7000X 3D et sa torche, je pense que c'était un 7800X 3D. Ouais, il me semble que c'était ça que j'avais essayé. Puis ça torchait, là. Ça dépasse. Évidemment, c'est sûr, je pense que ça dépassait même mon CPU. Sérieux, il était même plus performant, je pense, que mon i9 que j'ai présentement. Okay, mon i9, il commence à dater, c'est sorti, je pense, en 2020. C'est déjà une technologie qui a 4 ans. Je l'ai pas acheté en 2020. Par contre, là, plutôt l'année passée, ça fait un peu plus qu'un an. Ce qui pourrait encore creuser l'écart entre les deux marques. Une fois ces nouveaux processeurs commercialisés, si Intel ne parvient pas à inverser la tendance avec de nouvelles optimisations ou une mise à jour de l'architecture, la domination d'AMD pourrait s'en sanctuer. Ben, c'est sûr que AMD va reprendre le premier rang. Ça se pourrait que ça arrive. De toute façon, je vous dirais que même à ça, moi, pour le gaming, présentement, les plus gros vendeurs que j'ai, c'est vraiment les processeurs, je dirais AMD. C'est ça. Je n'ai pas vendu tant que ça du Intel présentement. L'AMD a plus la cote. Intel semble jouer une carte différente avec son Core Ultra 9 285K. Au lieu de poursuivre la course effrénée à la puissance brute, l'entreprise tente de se distinguer par une efficacité énergétique optimisée, un choix qui pourrait séduire certains utilisateurs, mais risque d'en laisser d'autres sur leur faim. Ben, c'est ça, je dis, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. Alors que les premiers tests montrent des performances décevantes dans le domaine du gaming, le processeur pourrait néanmoins trouver son public chez les professionnels cherchant un bon rapport performance-consommation. Chez les professionnels, c'est sûr que ça reste un excellent choix. Mais comme j'ai dit, les Ryzen 9000 sont pas terriblement plus performants
que les Ryzen 7000 en jeux vidéo. Et même dans certains jeux vidéo, les Ryzen 9000 sont moins performants que les Ryzen 7000. Fait que, tu sais, de ce côté-là, Intel et AMD sont un peu sur un pied d'égalité. Il suffit juste d'attendre les Ryzen 9000X 3D. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits. Intel pourrait miser sur un positionnement tarifaire compétitif, mais dans un marché dominé par la performance. Seule une nette amélioration de la puissance pourrait permettre à la firme de maintenir son avance face à la concurrence féroce de AMD. Ben là, comme j'ai dit, c'est... À date, ils sont comme un peu sur un pied d'égalité. AMD et Intel. Parce que AMD a le même problème présentement qu'Intel. Les nouveaux processeurs, les Ryzen 9000 ne sont pas nécessairement plus performants que les Ryzen 7000. Même dans certains cas, le Ryzen 7000 s'en tire mieux. On va voir on va attendre d'avoir des benchmarks officiels. Pour l'instant, c'est des fuites, c'est une source chinoise, je sais pas, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais on va attendre des vrais benchmarks officiels pour se faire une vraie bonne idée. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.